Aujourd'hui, Dimitri nous montre toute l'étendue de son talent. Il sort toujours ces 2-3 petits extérieurs du pied par match. Il a une précision impressionnante. Il a cette façon de caresser le ballon, il a cette vision du jeu. Il a un toucher de balle qui m'impressionne. Sans plus attendre, on va l'accueillir. Je suis sûr que vous avez hâte. Je vous demande de lui réserver un accueil très chaleureux et de l'applaudir chaleureusement. Dimitri Payet, on l'accueille. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dimitri. On est ravis de vous recevoir. International français à plus de 38 sélections, finaliste de l'Euro 2016, passé par Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille ou encore la Première Ligue avec West Ham. Vous avez construit une carrière marquée par le talent, évidemment, mais surtout par l'exigence du très haut niveau. Derrière les gestes techniques, les grands matchs, les moments forts, il y a aussi un parcours fait de choix importants, de pression, de sacrifices parfois, de remise en question et de résilience. Aujourd'hui, Sylvain l'a un peu dit, l'idée de cette masterclass, c'est pas seulement de parler football, c'est surtout de comprendre ce qu'implique une carrière de haut niveau, comment on se construit, comment on dure, comment on gère la pression et comment on prépare aussi l'après. On va en parler en fin de discussion. On connaît tous, je le disais évidemment, le joueur international, mais avant ça, il y a eu un jeune joueur réunionnais qui quitte son environnement pour tenter sa chance en métropole. Derrière une carrière comme ça, il y a forcément des choix importants, des moments où il faut sortir donc de sa zone de confort. J'aimerais qu'on revienne donc au début pour commencer cette discussion. Vous, Dimitri, à quel moment vous avez compris qu'il fallait passer d'une logique de passion à une logique de professionnalisation dans votre carrière? Comment ça s'est passé ce changement? Tout d'abord, merci à tous de m'accueillir et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content d'être là pour passer un moment avec vous, pour répondre à votre question. Je pense qu'à un moment donné où on se rend compte que ça devient sérieux entre guillemets, c'est le début, c'est quand vous devenez professionnel, parce que certes ça reste une passion, ça reste un jeu, mais quand vous devenez professionnel, il y a des enjeux et je pense que c'est là que tout change. Il faut maintenant jouer pour gagner, jouer pour un club, pour un employeur, pour des supporters et c'est pour ça qu'il faut se professionnaliser encore plus parce qu'on a des objectifs à atteindre qui sont élevés. Quelles sont justement, selon vous, les qualités, les compétences qui permettent justement de réussir cette transition importante dans un nouvel environnement? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Mais déjà, il faut s'y préparer parce que c'est vrai que on arrive dans un milieu qui est peu, qui est peu connu quand on est jeune, parce que c'est vrai que on a tendance à dire voilà, on joue au foot, c'est une passion, mais à partir du moment où voilà, il y a une question d'argent, vous êtes... On passe d'un jeu à un métier, voilà, en fait. C'est ça. Vous avez un salaire, vous devez le justifier, vous devez, comme je l'ai dit, remplir des objectifs, et ça, c'est pas des moindres. Donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans un nouveau monde, et qui est très difficile, qui est un monde de requins, comme je l'appelle. Donc, il faut s'y préparer, il faut surtout être prêt à vivre dans un monde qui est très difficile. Est-ce que selon vous, on est obligé de faire des sacrifices justement pour atteindre ce niveau-là? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Pour moi, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ça peut arriver à certains d'entre nous, mais le sacrifice fait partie est une étape pour réussir. Je pense que le sacrifice est le début de là où on veut aller, et plus on en fera, et plus on ira loin. Je pense que j'ai jamais vu dans ma carrière, en tout cas, quelqu'un qui n'a pas sacrifié quelque chose, qui n'a pas sacrifié du temps avec sa famille, du temps pour lui, pour atteindre ses objectifs. Comment on prend les bonnes décisions justement dans une carrière où la performance, le timing, il y a tellement de choses qui sont essentielles, il y a une opportunité qui se présente, mais il faut savoir la prendre aussi au bon moment. Comment justement on prend ces décisions-là? Comment vous les avez prises, ces décisions-là? En fait, c'est vrai que voilà, on arrive dans le jour J, comme je l'appelle, où on fait appel à vous et vous devez tout de suite répondre présent parce que il faut se préparer. Il faut se préparer, même s'il y a une part d'incertitude. On se dit que voilà, tout le travail qu'on a pu faire avant, il faut maintenant le mettre en œuvre, il faut maintenant le mettre en pratique. Et c'est vrai que parfois on n'a qu'une chance, parfois on en a plusieurs. Mais il faut une part de chance aussi, parce que c'est vrai que au-delà du travail, je pense que le travail amène aussi cette petite part de réussite et la chance de pouvoir l'exprimer. Et voilà, à ce moment-là, il faut vraiment répondre présent, parce que dans ce monde-là, en tout cas dans le mien,
il y en a à l'appel des joueurs qui aimeraient être à votre place. Donc, si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Je rebondis sur ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sent que on a été là au bon moment et on a fait le boulot à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On sent qu'on est à sa place, qu'on a fait le bon choix, que là, ce jour-là, on était là et vraiment là. C'est bien et c'est pas bien, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'être performant tout de suite. Mon deuxième match, je crois. Mais le monde du football fait que quand vous avez été performant, il faut l'être le week-end d'après et le week-end d'après, et ça pendant le plus longtemps possible. Donc c'est une fierté quand on arrive à marquer son premier but en Ligue 1, à commencer à être reconnu. Mais c'est le début, c'est là que tout commence en fait. Vous voulez dire que c'est presque plus dur de très bien commencer sa carrière, très bien commencer une saison avec un club? Oui, parce que plus vous êtes bon et plus il y a de l'attente et de la pression, et plus votre carrière évolue et plus la pression est quotidienne. Donc il n'y a pas de moment de répit, il n'y a pas de moment où on peut se dire j'ai fait le boulot et maintenant j'en fais moins. Dès que vous en faites moins, ça passe plus. On l'a vu, et puis je l'ai dit, quand on regarde votre carrière, Dimitri, on voit les matchs, les buts, les moments de génie. Mais derrière cette longévité au plus haut niveau, il y a surtout une discipline quotidienne qu'on ne voit pas toujours. C'est ce dont on va parler maintenant, parce que performer pendant près de 20 ans dans un environnement ultra concurrentiel, vous l'avez dit, c'est pas seulement une question de talent. Vous, comment on reste performant pendant autant d'années, selon vous, au plus haut niveau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Il faut déjà se fixer des objectifs personnels. Je pense que à chaque début de carrière, que ce soit dans le football ou dans n'importe quel métier d'ailleurs, il faut se dire, voilà, aujourd'hui je suis ici, où est-ce que je veux aller? Et généralement, ça vous montre le travail à accomplir pour arriver là où vous vous êtes dit, voilà, si je veux aller là, il faut que je travaille ici, il faut que je travaille ça. Si vous fixez pas d'objectif, vous allez tourner en rond, ou vous allez tomber dans un train-train quotidien qui va vous enlever beaucoup de choses avec le temps. Mais j'ai essayé de faire en sorte c'est pour ça qu'on change aussi de club parfois, pour avoir de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs et aussi beaucoup plus de pression. Moi, je suis quelqu'un qui marche à la pression. Je me mets des objectifs toujours élevés, et c'est pour ça que ça m'a permis de maintenir une exigence, une discipline importante tout au long de ma carrière. Vous pouvez nous donner des exemples d'objectifs que vous vous êtes fixés tout au long de votre carrière, par exemple? C'est quoi? C'est en termes de performance sportive? C'est d'abord des objectifs avec son club. Là, il y a toujours des objectifs fixés au début de saison, finir à telle ou telle place, gagner tel ou tel trophée. Ensuite, il y a l'objectif international. Voilà, à partir du moment où vous dites que je veux jouer en équipe de France, on est une liste de 23 pour je ne sais combien de joueurs, donc il faut faire partie des meilleurs, faire les plus grandes compétitions, l'Euro, la Coupe du Monde, etc. Donc à partir du moment où vous dites que je veux faire ça, il faut avoir le travail avec, parce que sinon, voilà, vous pouvez pas exister dans le plus haut niveau, c'est le niveau international. Il n'y a pas plus haut que le niveau international. Voilà, donc pour arriver à ce niveau-là, il faut une exigence, et il faut pas seulement que le talent, il faut la tête, il faut qu'au quotidien vous soyez au maximum de vos capacités. Qu'est-ce qu'il faut? Et vous diriez, il faut quoi? Il faut de la rigueur, de la régularité, de la discipline. Vous, qu'est-ce qui vous a porté justement pour tenir? La rigueur, c'est indéniable. La discipline aussi. Le travail, je pense que j'ai même pas à le dire, parce que sans travail, vous pouvez avoir le talent que vous voulez, ça ne passera pas. Il y a des gens qui sont moins talentueux, mais qui sont 2 fois plus travailleurs, qui réussissent. Et des joueurs qui sont talentueux, mais sans le travail, le talent, ça devient du gâchis, ça devient un défaut. Donc, mais le plus difficile, c'est la régularité. La régularité et la discipline, c'est le plus difficile, parce qu'il y a des fois, on n'a pas envie. Voilà. Il y a la motivation, c'est bien, mais la motivation, ça vient, ça part selon les humeurs, selon les périodes. La discipline, c'est tous les jours, et je pense que c'est la discipline le point le plus important dans une carrière. Est-ce que vous avez des outils, des méthodes à nous partager qui permettent justement de conserver ce haut niveau de performance tout au long de la carrière dans des contextes parfois de forte pression? Je sais pas, est-ce que vous suivez des méthodes? Est-ce que vous avez des outils particuliers que vous pouvez nous partager aujourd'hui? Les méthodes et les outils, ils viennent avec le temps. Parce que quand on commence à 18 ans, on n'a pas la même expérience qu'à 30 ans. Donc il faut se tromper. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut apprendre de ses erreurs.
parce que l'erreur fait partie de l'expérience. C'est là où on apprend. On fait rarement une carrière sans faire de mauvais choix ou sans faire de mauvaises choses, mais c'est là où on doit se dire, voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'apprenne de cette erreur? Et je pense que il faut l'accepter, et beaucoup de gens abandonnent, baissent les bras quand c'est difficile, alors que ce n'est qu'une étape. Et plus vous ressortirez fort de ces moments difficiles, et plus vous pourrez aller plus loin. Est-ce que selon vous, Dimitri, on parle pas assez de la fatigue mentale que peuvent vivre certains sportifs de haut niveau? On commence un petit peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça commence à sortir parce que beaucoup de joueurs commencent à en parler. C'était, je dirais pas un sujet tabou, mais on est dans un milieu où malheureusement on est vu en tant que joueur de foot et pas homme, et on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on a des gros salaires, parce qu'on est célèbre. On n'a pas le droit de se plaindre, donc c'est pour ça que personne n'en parlait, mais on se rend compte que avec le temps c'est quelque chose de très important. Mais ça commence à sortir, et je pense qu'il y aura des choses qui vont être faites dans ce sens-là, parce que c'est vrai que la pression mentale pour avoir joué 10 ans à Marseille, c'est costaud. Pourquoi c'est important? Vous voulez dire que ça peut aider même d'autres joueurs, d'entendre d'autres joueurs en parler? Oui, mais c'est surtout qu'il y en a qui craquent et qui mettent un frein à leur carrière, ou qui ne font pas la carrière qu'ils auraient dû faire parce que mentalement ils n'arrivent pas à accepter la pression, mentalement ils n'arrivent pas à vivre avec ces objectifs élevés, avec voilà, cette vie qui est complètement différente, même si on voit les bons côtés du footballeur. Voilà, ça amène aussi des choses où beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme un homme normal entre guillemets. On met entre parenthèses beaucoup de choses, la vie de famille, le temps avec les amis, et on est concentré H24 du lundi au lundi sur les entraînements et les matchs. Quand ça va bien, c'est plus simple. Quand ça va mal, c'est plus compliqué, et c'est là qu'il faut être bien entouré. Voilà, vous me faites une super transition. J'allais parler de cette importance justement d'être bien entouré par un coach, un préparateur mental, son entourage aussi. En quoi c'est important? C'est important parce que malheureusement, on ne peut pas surmonter, si je parle pour moi, 20 ans de carrière avec soi-même. C'est juste impossible. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'une personne de confiance à qui on peut parler, à qui on peut s'améliorer. Ça peut être un prépa mental, ça peut être son entourage, ça peut être ses conseillers. Le plus dur, c'est de trouver les bons. Et encore une fois, pour mon expérience à moi, voilà, je me suis trompé plusieurs fois, mais avec le temps, j'ai réussi à créer ce petit cercle fermé, comme je l'appelle, et qui m'a permis d'être performant tout au long de ma carrière. Au fil de votre carrière, Dimitri, il y a eu plusieurs clubs, plusieurs vestiaires, plusieurs générations, plusieurs coachs aussi. À Marseille notamment, vous avez porté le brassard de capitaine. Votre rôle, il a évolué. Il s'agissait plus seulement d'être performant individuellement. Il fallait aussi guider un collectif. Dans une équipe de haut niveau, la gestion humaine devient parfois presque tout aussi importante que la performance sportive. Première question avant de parler peut-être de ce rôle de coach et parler un peu de leadership. Comment on fait déjà pour trouver sa place dans un groupe qui est déjà installé? Vous pouvez parler de votre expérience à Marseille, mais aussi dans d'autres clubs. Comment on fait pour faire sa place au début? Ça dépend. Ça peut être très difficile, comme ça peut être très simple. Après, il faut, dans ce sport et dans le monde en général, se faire sa place, avoir son caractère, et montrer que si vous êtes là parmi eux, c'est que vous l'avez mérité. Et après, c'est par les performances sur le terrain. Je pense que tout vestiaire aujourd'hui vous donne du respect et de la crédibilité si vous êtes bon. Après, il y a l'humain. Bien évidemment que si vous sentez que c'est un bon mec, ça passera mieux. Si vous sentez que il est bizarre, ou il se la raconte, ou il pense qu'à lui, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais il faut tout pour faire un monde. Il faut tout dans un vestiaire. Le tout, c'est d'arriver à mettre chacun ses égos ou ses envies de côté pour le bien du collectif. Vous parliez de caractère, vous décririez comment votre caractère, Dimitri, justement? Je suis pas facile, j'ai un caractère assez fort. J'ai appris avec le temps à le canaliser parce que ce caractère m'a parfois joué des tours.
avec des réactions à chaud ou des choses que j'ai pu faire dans le passé et qui m'ont desservi. Avec l'âge, encore une fois, on apprend à devenir un peu plus apaisé et surtout ne pas réagir à chaud. C'est jamais bon. Mais comme je l'ai dit, voilà, il y a que les erreurs et que les années qui font que vous trouvez entre guillemets votre rythme de croisière. Comment on gère en tant que capitaine, par exemple, des personnalités fortes dans un collectif? Ça dépend. Après, je préfère avoir à gérer des caractères forts parce que généralement, quand on a des joueurs de caractère, ça se voit aussi sur le terrain et ça se voit dans les moments difficiles, surtout dans un club comme l'OM où il faut en avoir. Donc, je préfère avoir à gérer ces caractères-là que voilà des caractères plus effacés et des personnes qu'on pourra malheureusement pas compter sur eux quand ça va devenir chaud. C'est plus challengeant, mais ça fait le boulot sur le terrain et donc. C'est ça, je suis plus de cet avis-là, oui. Qu'est-ce qu'un bon leader selon vous? C'est quoi un bon leader dans une équipe? Un leader, je pense que il doit l'être déjà par ce qu'il fait sur le terrain. Je pense que les bons leaders arrivent à amener son effectif, son groupe avec lui en étant performant, mais pas en étant voilà, je suis le leader, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai jamais été quelqu'un qui dictait les règles, mais plutôt qui m'adaptait à mon vestiaire. Et j'étais plus un leader à essayer on en avait 4 ou 5 plus affirmés, mais essayer de faire en sorte que tous les autres se sentent aussi concernés, se sentent aussi leaders, parce que un vestiaire, c'est 11 mecs sur le terrain, peut-être 4 ou 5 qui vont entrer, mais il y en a encore une dizaine qui sont là tous les jours et qui travaillent, mais qui ne jouent pas. Donc, pour moi, c'est les mecs les plus importants parce que c'est les mecs qui font vivre le vestiaire et qui maintiennent le groupe en vie. Je voulais vous poser la question, quel est le meilleur conseil qu'un coach vous ait donné dans votre carrière? Mais j'ai d'abord en fait envie de vous poser, quel est le meilleur conseil que vous avez donné un jour à un joueur dans un vestiaire, ou à quel moment vous avez senti que vous accompagniez de la bonne manière un joueur? Plutôt sur la fin de ma carrière, parce que comme je l'ai dit, voilà, avec l'expérience, on a comme ici la nouvelle génération qui arrive, donc il faut savoir s'adapter à cette nouvelle génération. Et c'est vrai que à l'ancienne, les anciens étaient beaucoup plus durs avec nous et beaucoup plus durs dans les mots, beaucoup plus durs dans le comportement et aussi dans les coups, parce qu'on en a pris vraiment. Mais ça nous a forgé un caractère. Aujourd'hui, c'est vrai que le dialogue est important, mais comme je l'ai dit, je suis à l'ancienne, comme mon papa a pu l'être avec moi. Des fois, une branlée, ça fait du bien aussi. Le très haut niveau demande une exigence permanente. On l'a dit, derrière l'athlète, on en a un tout petit peu parlé de l'entourage. Il y a évidemment une famille et la nécessité de garder un équilibre dans un quotidien souvent sous pression. En quoi l'équilibre en dehors du terrain, justement, influence-t-il votre performance sportive? Pourquoi c'est important, cet équilibre-là, en dehors du terrain? Je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié parce que j'ai jamais été aussi bon quand tout allait bien dans ma vie. C'est comme partout. Moi, je fais du foot, mais un chef d'entreprise où ça va pas à la maison, il arrive au travail avec des problèmes et je pense pas que ce soit la meilleure solution pour être performant. Donc, il faut essayer de trouver cet équilibre, même si l'ambiance de la maison, malheureusement, est au rythme des victoires ou des défaites. Mais il faut surtout trouver la bonne personne, celle ou celui qui est capable de pouvoir, dès qu'on rentre à la maison, vous faire déconnecter et vous faire comprendre que voilà, ça arrive de gagner, ça arrive de perdre, mais je pense que trouver rapidement son équilibre. Vous voulez parler de l'importance des femmes? Oui, et ou des hommes selon la carrière. Hommes, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver mon repère assez tôt, donc ça nous a permis de se construire ensemble et quand on se connaît sur le bout des doigts, on peut vite désamorcer une situation qui paraît critique. On parlait de l'importance de ceux qui nous entourent, de l'entourage, de votre femme, de vos coachs, de vos préparateurs mentaux. Est-ce que c'est important d'avoir une passion aussi ou une activité en dehors du football pour toujours dans cette idée de maintenir un équilibre, de sentir bien et donc d'être plus performant in fine demain? Est-ce que vous en aviez une, par exemple, passion? Qu'est-ce que vous faisiez en dehors du terrain? Même si c'est vrai que malheureusement, la passion tourne, la passion c'est le foot et ça tourne malheureusement autour de ça. Même si on joue pas, on est
toujours devant la télé en train de regarder des matchs ou etc. Mais c'est vrai que c'est bien de trouver un échappatoire aussi avec d'autres sports. Moi, c'était un peu le tennis ou le poker que j'aimais bien aussi, qui me permettait de décompresser un peu. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir d'autres centres d'intérêt pour aussi déconnecter quand il le faut. Pour résumer, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui donc de rester performant dans un environnement, on l'a dit, exigeant, exposé aussi, on n'en a pas parlé, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Mais il faut arriver à comprendre rapidement le milieu. Je pense que pour l'avoir dit, quand on joue dans un club comme Marseille, vous ne pouvez pas être tranquille parce qu'il y a toujours des matchs, il y a toujours de la pression, il y a la presse, il y a les supporters. Il faut arriver à l'accepter parce que on peut pas demander à jouer dans un stade comme celui-là et ne pas avoir en dehors tout le peuple qui vous met cette pression ou qui sont là pour vous apporter de l'amour. Mais il faut essayer de se créer cette petite bulle pour pouvoir entre les matchs pouvoir redescendre et se préparer pour le prochain. Qu'est-ce que vous donniez, vous, justement, comme conseil aux nouveaux arrivants à l'OM sur cette exigence de ce club? Qu'est-ce que vous leur disiez pour les rassurer, peut-être? Pour les rassurer, je sais pas. En tout cas, j'essayais de leur faire comprendre le plus rapidement dans quel bourbier ils sont tombés. Parce que voilà, c'est vrai que je leur disais que vous allez être traités comme des dieux quand ça ira bien et vous serez des chefs quand vous serez pas bon. Donc, mais il faut surtout s'y préparer et il faut surtout se dire que quand on n'est pas bon, il faut savoir faire le dos rond. Parce que si on est exigeant envers soi-même, on n'a pas besoin du public ou de la presse pour savoir quand on n'est pas bon. Il faut pas se mentir, et ça, moi, je l'ai jamais fait parce que c'est pas cédé. Mais par contre, quand on n'est pas bon, il faut redoubler de travail et faire en sorte que la situation change le plus rapidement possible, parce que voilà, des crises, il y en a dans tous les clubs, peut-être plus médiatisées ici, mais il faut s'y préparer parce que ça fait partie de la carrière, tout simplement. Quel conseil vous donneriez-vous à des étudiants pour justement performer dans un milieu compétitif aussi exigeant, donc qui sera peut-être pas le sport de haut niveau, mais ces conseils-là, ils peuvent leur servir aussi, même dans leur carrière. Voilà, s'ils se retrouvent demain à travailler dans des milieux très compétitifs, vous, quels conseils vous leur donnerez qui ont marché pour vous et qui peuvent marcher pour eux demain dans leur filière, dans leur déjà, secteur? il faut se préparer. Je pense que dans n'importe quel milieu où il y a de la compétitivité, où il y a de la concurrence, il faut être prêt. Il faut être prêt, et si vous avez vraiment envie et si vous avez des objectifs à atteindre, vous ferez ce qu'il faut, et ça passe par, on l'a dit, la discipline, la rigueur, mais surtout le travail. Après, ça fait partie du quotidien. Je pense que aujourd'hui, il y a personne qui peut se dire que voilà, je suis intouchable ou je suis indispensable. Le monde d'aujourd'hui, et bientôt, même avec les robots, ça va être compliqué, mais personne n'est indispensable et on le voit tous les jours. Mais faut d'abord aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai eu la chance de vivre par ma passion. Donc, c'était plus simple pour moi de me lever le matin et d'aller travailler, si je puis dire. Mais après, ça ne tient qu'à vous. Je pense que si vous voulez avoir la vie que, selon vous, vous méritez, il n'y a pas de secret, il n'y a personne qui va vous le donner. Au pied de votre lit, il faut se lever, il faut être motivé, il faut travailler. Et il n'y a rien de pire de se lever et de dire, voilà, je vais aller faire quelque chose que je n'aime pas. Et si vous avez cette phrase dans votre tête tous les jours, croyez-moi que vous allez vous bouger pour faire quelque chose dans lequel vous vous épanouissez. Super conseil. J'aimerais aussi qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'échec. Je pense que c'est aussi un bon conseil qu'on peut donner aux étudiants, l'importance de l'échec. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, il faut passer par là. C'est pas grave, un échec. C'est pas grave si vous savez en tirer les conséquences et les leçons. C'est grave si vous vous dites, c'est trop dur, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois que je me trompe. Et dans ce cas-là, vous allez vers le bas. Mais comment on transforme justement une difficulté ou un échec en moteur justement de progression? Justement, se dire, oui, ça arrive de se tromper, il faut se tromper. Oui.
il faut se tromper. Je l'ai dit, il y a personne qui a la science infuse. Il faut se tromper. Mais dès qu'on se trompe, on se pose et on se dit voilà, quelle erreur j'ai fait. Parce que souvent on cherche à comprendre quand ça va pas. Ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est bien, mais il faut aussi savoir quand ça va. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça aille bien? Et essayer de garder ce rituel pour continuer à progresser, pour continuer à avancer. C'est tout aussi important de comprendre quand ça va, qu'est-ce qu'on a fait, que de comprendre, voilà, quand on s'est trompé, qu'est-ce qui a pas été bien fait, pardon. Vous qui vous a accompagné là, aujourd'hui vous parliez en effet d'une maturité, d'une sagesse, etc. Vous avez compris beaucoup de choses. Aujourd'hui vous faites le bilan de cette carrière-là. Est-ce qu'il y a des gens sur qui, voilà, on parlait de votre femme tout à l'heure, mais plus largement, sur qui vous avez compté, qui vous a accompagné tout au long de ce parcours-là? Il y a les gens au quotidien. Il y a mon conseiller, mon avocat qui sont là au quotidien auprès de moi pour me driver et voilà, on forme, comme je l'ai dit, un cercle bien fermé. On essaie de travailler pour que tout se passe bien. Mais après, au quotidien, voilà, vous avez des entraîneurs, vous avez les gens qui travaillent au club, les gens qui sont dans l'anonymat, dans l'administratif, tous ces gens qui travaillent dans l'ombre pour que nous, sur le terrain, on puisse être performants. Ils sont aussi importants que nous, joueurs, parce que ce sont des personnes qui font tout au quotidien pour que nous, on soit dans les meilleures conditions. Et je pense que on les met pas assez en lumière, ces personnes-là, parce que c'est vrai que ça paraît, les gens ne voient que ce qu'ils voient à la télé, mais moi, le staff médical, le cuistot, la femme de ménage, ce sont des personnes qui sont tout aussi importantes dans un club que ceux qui sont sur le terrain. C'était bien de leur rendre hommage. J'aimerais aussi qu'on parle de l'importance des modèles. Qui vous avez regardé un peu comme ça pendant longtemps, qui vous a aidé aussi de près ou de loin, hein, sans forcément les avoir rencontrés. Qui sont vos étoiles, Dimitri Payet? Qui vous a aidé à tenir et à suivre ce chemin de footballeur professionnel? J'ai eu plusieurs exemples, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes de grands joueurs, mais celui qui me laissait pas indifférent et qui résume ce que j'ai dit tout à l'heure sur le football, moi c'était Ronaldinho. C'est toujours Ronaldinho. Pour moi, c'était celui qui caractérisait le mieux le football. Voilà, on pouvait savoir que, voilà, avec un ballon, on sentait qu'il était heureux. Il était toujours souriant. Il avait toujours envie de gagner, mais il faisait aussi le spectacle dans l'efficacité. Donc, pour moi, c'est mon exemple, mon idole. Et pour l'anecdote, j'ai lu Thierry Henry quand vous étiez jeune. Aussi, ça fait partie de la génération d'avant, mais Thierry Henry aussi était bien évidemment un joueur exceptionnel et un exemple pour nous tous. On va parler d'après-carrière, de transmission aussi. Dimitri Payet, une carrière de sportif de haut niveau, elle est intense, mais elle reste finalement assez courte. Plus les années passent et donc une question finit par se poser: comment préparer l'après? Pour beaucoup d'athlètes, cette transition devient presque une seconde carrière à construire. À quel moment on commence à penser à l'après-carrière déjà? Première question. À quel moment on commence à y penser? Ça dépend du personnage, mais après c'est vrai que on commence à y penser quand on sent qu'on arrive sur la fin. Et on commence à se dire voilà, il y a une carrière qui va s'arrêter, il y a une nouvelle vie qui va commencer, donc on commence à y penser, voilà, quand on commence à vieillir un peu, on va dire. Est-ce que c'est difficile justement de se projeter dans une nouvelle identité? C'est votre passion, c'est votre métier, le foot. Quand on commence à penser, c'est difficile de se projeter. Qu'est-ce qu'on voit? Se projeter, non. Après, oui, c'est ma passion. J'ai fait que ça depuis tout petit, mais je l'ai toujours dit aussi. J'arrêterai quand le corps le demandera. Je pense que quand on commence à passer plus de temps sur la table de soins que sur le terrain, c'est que le corps a ses limites aussi. Donc ça a été plus facile comme décision à prendre pour moi. Quelles sont selon vous les valeurs ou même les valeurs que vous ont appris le football, les compétences aussi qui pourraient vous servir demain justement aujourd'hui dans cette après-carrière, des compétences qui sont donc transférables, des compétences du foot mais qui finalement demain peuvent vous servir dans un autre milieu professionnel?
Ben, comme dans tout milieu, je l'ai dit, voilà, les valeurs, c'est le travail, c'est la discipline, c'est la rigueur, l'exigence, la confiance en soi. Parce que pour se faire une place dans ce milieu-là, il faut non seulement avoir un peu de talent, un peu de chance, mais il faut avoir confiance en soi. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de monde peut vous faire croire beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, c'est sûr que vous allez écouter les bruits de couloir et vous remettre en question. Mais c'est une chose qui doit être personnelle. La remise en question, elle est quotidienne, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas être dans la régularité ou sur le long terme sans se remettre en question. Et ça, c'est à vous de le faire, à vous, à votre entourage, et à trouver les bonnes réponses pour pouvoir durer dans le temps. On va peut-être en parler de manière plus concrète, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui comme valeur plus largement, de manière peut-être un peu même philosophique? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui, Dimitri Payet? J'ai toujours dit qu'il y avait 3 phases à un moment donné où on apprend. Ça, c'est quand on est jeune. Ensuite, on gagne. Et à la fin, on rend. Je pense que je suis arrivé au moment de ma vie où j'ai envie de rendre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au quotidien, je fais en sorte avec mon entourage, mon équipe, de pouvoir faire des choses comme aujourd'hui, ou faire avec des plus petits, pour essayer de leur donner des cartes que nous, on n'a pas eu à leur âge, qui vont leur permettre non seulement de gagner du temps, mais de comprendre plus vite dans quel milieu ils sont et ce qu'il faut faire pour arriver tout en haut. Et aujourd'hui, c'est un peu la transition dans laquelle je me situe aujourd'hui. Transmettre, ce serait ça le projet demain? Oui, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'ai des enfants aussi, donc en tant que papa, on se doit de transmettre aussi à nos enfants, mais on essaye. Voilà, le sport et le football est aussi une force pour faire passer des messages. Et ça fait pas mal d'années qu'on l'a compris avec mon entourage et qu'on essaye de faire en sorte de l'utiliser à bon escient. Est-ce qu'on va continuer de vous voir dans les environs de Marseille ces prochaines années? J'habite à Marseille, donc oui. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup, Dimitri. Merci. Merci.